C'est un îlot rose dans une mer bleue horizon, le seul département de Lorraine, mais aussi du Grand Est resté à gauche. Mais peut-il encore résister? Des 4 départements lorrains, c'est celui où le suspense reste entier. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce premier débat que vous propose France 3 Lorraine, consacré à ces élections départementales, la Meurthe-et-Moselle. Premier débat que nous vous proposons avec 4 candidats sur ce plateau pour représenter leur parti, leur formation. Valérie Bosserlec pour l'Union des partis de gauche et des écologistes. Luc Bassinger pour l'Union de la droite et du centre, Jean Lopez pour le parti LREM et Grégoire Heury pour le Rassemblement national. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être présent ce soir pour débattre sur ce plateau. Avant de vous donner la parole, rappelons que la Meurthe-et-Moselle, ce sont 46 élus pour les 23 cantons que compte le département. Faisons d'abord un rappel du mode de scrutin. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. La Meurthe-et-Moselle compte 23 cantons contre 44 auparavant. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 46 élus au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Pour être élu au premier tour, 2 conditions: obtenir plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut cette fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour. Lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. Voilà donc pour le mode de scrutin. Avant d'entamer ces discussions, je précise que nous avons effectué un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage de parole de nos invités. Un tirage au sort qui vous a désigné Luc Bassinger pour ouvrir cette discussion, ce débat. Et j'ajoute que vous parlez au nom de votre formation pour le département et non sur votre canton, une règle que nous vous demandons bien sûr de respecter. Alors Luc Bassinger, vous avez 52 ans depuis quelques jours, je crois. Vous êtes père de 4 enfants, vous êtes cadre dans le privé auprès d'une fédération professionnelle, maire de Saint-Nicolas-de-Port depuis 2001, conseiller départemental depuis 2015 et donc président de l'Union de la droite et du centre pour le département. Alors tout d'abord, dites-nous simplement pourquoi vous vous présentez, quelles sont vos motivations ? Pour une raison très simple. Alors d'abord, merci à France 3 pour l'organisation de cet échange. On l'a vu dans le petit générique d'introduction, combien il était difficile pour les électeurs de se repérer sur qu'est-ce que le département. Et nous avons vocation devant les concitoyens, à l'occasion de ce scrutin, d'appuyer sur la vie quotidienne. Le conseil départemental, ce sont toutes des actions que l'on vit au quotidien et qu'il importe d'avoir des acteurs politiques, des acteurs associatifs, des acteurs tout court, engagés pour représenter un territoire et plus largement la Meurthe-et-Moselle. Alors, on vient de faire, vous l'avez dit, un petit tour 6 années dans la minorité. C'est pas la vocation d'un élu d'être dans l'opposition, dans la minorité. Nous sommes là pour construire, pour apporter véritablement la pierre à l'édifice. C'est ce qui motive notre engagement. Alors, on en reparlera bien sûr en détail tout au long de cette soirée. Luc Bassinger, vous êtes donc candidat, je vais le préciser, sur le canton de Jarville-la-Malgrange avec Sabine Lemaire-Asfeld. Je vais citer les autres candidats: Philippe Kowalski, Stéphane Mirou pour l'Union de la gauche, Oriane Barbeau et Grégory Biaki, j'essaie de ne pas écorcher leur nom, pour l'extrême gauche, et Lilou Aubertin et Gwendal Curti pour le Rassemblement national. Voilà pour être complet sur votre canton. Grégoire Heury, vous avez 54 ans, père d'un enfant, vous habitez Nancy depuis 20 ans, vous êtes salarié à la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle comme conseil pour les entreprises et vous êtes élu depuis 2015 conseiller régional Grand Est. Alors même question, pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé donc à vous présenter, à vouloir siéger dans cette institution? Alors, j'avais déjà été candidat en 2015 lors des précédentes élections départementales et bien évidemment le département, de par son activité au quotidien au plus près des habitants, est une institution qui nous intéresse beaucoup au Rassemblement national puisque ça traite des problématiques du quotidien, de la petite enfance, on va dire aussi jusqu'aux personnes les plus âgées, en passant par le collège, les routes, des problématiques du quotidien qui vont concerner tous nos concitoyens au plus près, puisque l'échelon départemental est un échelon qui nous intéresse, nous, spécifiquement. On n'est pas forcément
pour la fin de la clause de compétence générale. Donc on a des choses à dire dans ce cadre-là. C'est dommage, en fait, pour le dire clairement, on regrette la perte de la compétence économique qui était un tout qui était offert au département. Donc bien évidemment, nous, on ambitionne de rejoindre les élus départementaux, pourquoi pas de gagner ce département, en tout cas d'avoir la capacité d'agir, parce qu'aujourd'hui nous n'avons aucun élu au département de la Meurthe-et-Moselle, la capacité d'agir au quotidien pour le bonheur, on va dire, de nos concitoyens, ce qui est finalement, je pense, l'objectif de toute personne qui se lance en politique. Vous avez parlé de thématiques, de questions, de compétences du département. Nous y reviendrons bien sûr en détail. Grégoire Horive, donc vous êtes candidat sur le canton de Nancy avec Clotilde Gressot. Les autres candidats sont Joe Labatte et Virginie, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Warzinsniak, Marie-Al Catani et Sylvain Mariette pour l'Union de la gauche, Mathieu Dapp et Sophie Mailleux pour l'Union de la Union centre-droite. Jean Lepez, vous avez 50 ans, père de 3 enfants. Vous êtes proviseur du lycée Majorelle-Latoul, maire de Mézières, un petit village au sud de Nancy depuis 2008, conseiller communautaire et président du syndicat aéronautique du plateau de Sainte-Barbe qui se trouve au-dessus de votre commune. Alors, Jean Lepez, je précise que vous êtes candidat sur le canton de Neuve-Maisons. Je parlerai des autres candidats, mais dites-nous vous, alors ça serait donc une nouvelle fonction pour vous, c'est un siège que vous convoitez, pourquoi? Dites-nous. C'est une première, c'est sûr. En fait, je me suis engagé en 2008 en tant que maire de la commune de Mézières avec un conseil municipal pluriel et nous travaillons régulièrement avec les habitants en concertation sur tous les projets. Et on fait politique et on fait société comme ça avec nos habitants. Et moi, j'ai envie de donner cette impulsion, être innovant, voilà, et avec l'ensemble des habitants d'un canton, être en totale proximité. Voilà, c'est un territoire qui m'intéresse et c'est une strate qui m'intéresse. Voilà, toutes les préoccupations du quotidien. Et donc, on arrive à agir au niveau de nos habitants, c'est sûr, quand on est maire d'une commune, mais on va pouvoir faire certainement mieux auprès des habitants d'un canton. Voilà. Alors, vous nous direz quelles sont vos ambitions, vos priorités. On aura le temps d'en parler ce soir, bien sûr. Donc, je précise que vous êtes candidat donc, sur Neuve-Maisons avec comme binôme Isabelle Guichetot. Je cite les autres candidats, Anthony Bellorini et Nathalie Grand-Barbe pour le Rassemblement national, Audrey Bardot-Normand et Pascal Schneider pour l'Union de la gauche. Valérie Bosserlec, je rappelle que vous représentez l'Union des partis de gauche et des écologistes, ensemble pour une Meurthe-et-Moselle audacieuse et solidaire. Vous êtes la présidente sortante, vous avez 55 ans, mère de 3 enfants, proviseur également, que M. Lopez, au lycée polyvalent de Mirecourt, qui accueille notamment l'école de Lutry également. Vous êtes la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle depuis l'an dernier. Vous avez succédé à Mathieu Klein, première femme pour cette collectivité, accéder à cette fonction. Je pose la même question, évidemment. Pourquoi vous souhaitez vous représenter ? Eh bien, écoutez, c'est une continuité de mes engagements. Alors, c'est vrai que j'ai cette réputation d'être une femme très fortement engagée. Et je suis très engagée à la fois sur le terrain. Je crois beaucoup au pouvoir d'agir des acteurs locaux. Et j'en ai rencontré de très nombreux qui participent aux dynamiques locales sur l'ensemble des territoires du département que j'ai eu vraiment le plaisir de sillonner. Déjà en tant que première vice-présidente, déléguée à l'aménagement, et ensuite en tant que présidente. Et puis, je crois beaucoup en ces politiques publiques de proximité, parce que vraiment, le département, c'est l'échelon, le chef de file des solidarités humaines et territoriales. Et donc, vous avez souligné que j'étais proviseur, donc je travaille au sein d'un service public d'éducation. Et pour moi, quelque part, c'est aussi le prolongement de cet investissement au sein d'un service public. Nous avons des services publics de proximité et vraiment, nous portons haut et fort nos politiques de solidarité et nos valeurs de solidarité. Vous êtes donc candidate sur le canton de Laxou avec votre binôme Pierre Baumann. Je cite les autres candidats, Nathalie Angène et Laurent Garcia pour l'Union du centre-droite et François Bertrand et Isabelle Hack pour le Rassemblement national. Les élections départementales se dérouleront donc les 20 et 27 juin prochains. En 2015, le taux d'abstention était de 51,8% au premier tour et plus de 52% au second tour. Une élection qui souffre, vous allez l'entendre, et vous pourrez le commenter, d'un déficit d'intérêt de la part des électeurs, car force est de constater une méconnaissance du rôle du département, de ses acteurs. Écoutez ce micro-trottoir que nous avons réalisé ce matin et vous pourrez bien sûr réagir après. Écoutez. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections à venir là bientôt ? Oui. Ah oui, quel type d'élection ? C'est les maires et les... c'est les communales, non ? C'est pas les municipales.
Ou les régionales, je crois, un truc comme ça, je crois. Départemental, oui. Oui. Quand? Là, mi-juin, je dirais. C'est quand? Le 20 à 27, non? Les 20 à 27 juin? Est-ce que vous savez à quoi ça sert le conseil départemental? Oui, à prendre pas mal de décisions au niveau des départements, des régions. Ouais, plus précisément. Je pense que ça aide il définit les budgets peut-être pour les communes, puis les aménagements du territoire aussi, je pense. Moi, ça fait 25 ans que je ne vote plus. Parce qu'à l'époque, je trouvais déjà que ça ne servait pas à grand-chose. Vous connaissez un peu les candidats? Franchement, les connaissant pas, c'est difficile. Difficile. Qu'ils fassent leur publicité un peu plus, qu'on les connaisse. Voilà, tout est dit. Je vais m'adresser à la présidente sortante. Qu'est-ce que vous dit ce que nous venons d'entendre? Il y a un déficit de connaissances, de notoriété du département. Vous devez l'entendre, j'imagine. Alors je l'entends effectivement en partie sur le terrain quand je suis à la rencontre des habitants, mais j'entends pas tout à fait cela. En fait, j'entends effectivement des habitants qui se questionnent, j'entends des habitants qui ne demandent qu'à comprendre ce qui se passe au niveau du département et quand on leur explique effectivement ils sont plutôt satisfaits. On pourrait aussi comprendre ce micro-trottoir comme étant effectivement le reflet d'un département qui fonctionne bien. Et donc, quand ça fonctionne bien, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Quand ils arrivent en retard, on en parle. Et donc, voilà, on pourrait aussi le comprendre comme cela. Maintenant, quand je suis au contact des habitants, ce que j'entends aussi de leur part, c'est vraiment leur questionnement sur leur avenir. Et quand on parle justement de nos services publics de proximité, ils sont très, très, très réceptifs. Et ils sont très réceptifs aussi, voilà, ils connaissent leurs candidats. En tout cas, moi, c'est ce que je constate sur le terrain. Je ne constate pas tout à fait cela. Donc, un contact très positif. Je peux vous citer un sondage IFOP qui a été réalisé en 2015. Oui. 3 Français sur 10 sont capables de donner le nom du président du département. Oui. Ça vous chagrine? Non, ça ne me chagrine pas. Mais je trouve aussi que chacun porte sa part de responsabilité. Peut-être que nous ne communiquons pas assez sur ce que nous faisons, mais peut-être aussi que les médias ne communiquent pas non plus assez sur ce que font les départements et ne mettent pas suffisamment en valeur. Mais là, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir débattre effectivement sur cet enjeu majeur que représentent les départementales. Alors Luc Bassinger, vous interprétez comment ce que nous venons d'entendre? Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un système trop complexe? Moi, je crois qu'on se retrouve complètement dans ce qu'on vient d'entendre, au contraire. Et c'est parce qu'il y a trop de communication, trop de mauvaise communication, trop de satisfecit. On a fait ci, on est les meilleurs, tous les trains arrivent à l'heure, etc. Et c'est la raison pour laquelle nos concitoyens se désintéressent, parce qu'ils se rendent bien compte, ils se rendent compte sur le terrain qu'évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et on assiste à quelque chose de formidable aujourd'hui, c'est ce manque d'humilité des hommes et des femmes en politique pour reconnaître que les choses ne vont pas et qu'il faut changer de logiciel, qu'il faut changer d'approche. Alors, c'est important de communiquer, c'est important de faire de la pédagogie, mais pas à outrance. Pas à outrance, parce qu'on abreuve nos concitoyens d'informations, de surinformations, avec un satisfecit qui apparaît au final en trompe-l'œil. J'y reviendrai tout à l'heure. On en reparlera. Jean Lopez, vous souhaitez réagir? Oui, si les gens ne connaissent pas le département, je pense qu'il faut se questionner parce que les gens connaissent leur commune, leur maire. Ils y sont très attachés. Dans votre commune, est-ce qu'on vous en parle? Vous êtes maire d'un petit village. Est-ce que vos habitants viennent vous parler du fait que vous soyez candidat et du département, cette nouvelle échelle? Alors le fait que je sois candidat, oui, ils viennent me parler, ils viennent m'encourager même, et c'est une très bonne chose, et ça me fait plaisir. Est-ce qu'ils comprennent? Alors, ce qu'ils comprennent, et là, pour le coup, on remarque quand même la même chose que le documentaire que vous venez de passer, c'est qu'ils mélangent. Pour eux, le département, c'est les transports, alors que c'est plus les transports depuis déjà quelques années, c'est la région. C'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut faire acte de pédagogie. Faire acte de pédagogie, c'est expliquer les choses, c'est peut-être aussi être présent dans nos communes quand on est élu, maire. Voilà, on est présent, on est sur le terrain et on côtoie les habitants, on les écoute et on discute avec. Peut-être qu'un conseiller départemental n'est pas assez présent et peut-être qu'il n'est pas assez au contact, parce qu'on dit que c'est un élu de proximité du territoire. Peut-être qu'il n'est pas assez en discussion avec les habitants pour faire comprendre quelle est son action, en tout cas sur un territoire. Grégoire Aubry, face à la commune, aux communautés de communes, aux régions, aux grandes régions, je vais peut-être vous poser la question autrement. Est-ce que le département a sa place? Alors, vous savez que nous, au Rassemblement national, on est très attachés à notre héritage républicain.
donc les communes, les départements, les régions, les anciennes régions, et bien sûr la nation, sont une structuration qui nous convient bien. C'est une structuration qui, depuis la Révolution française, ont construit la France, notre pays. On a fait ce grand pays qu'il est devenu. Et les réformes successives, peut-être un peu hâtives, qui ont un peu redistribué hâtivement les cartes, en fait, procèdent certainement à cette difficulté de perception qu'ont nos concitoyens. C'est-à-dire que la République d'aujourd'hui n'est pas, pour un grand nombre d'entre eux, la République qu'ils ont appris à l'école. Il y a une éducation citoyenne où on apprend le rôle de chacun, les compétences de chacun. Je ne vais pas vous faire la leçon, je suis désolé, mais c'est vrai que les choses ont changé, les périmètres ont changé, les modes, vous l'avez dit, vous avez fait un focus sur les périmètres électoraux qui ont changé aussi dans leurs modalités. Et c'est vrai que peut-être que nos concitoyens sont un peu perdus dans ces réformes trop rapides, peut-être pas assez suffisamment expliquées, et se désintéressent et finalement s'éloignent du principe de ceux qui sont censés les aider. Et puis il y a peut-être aussi, on l'a entendu, un aveuglement sur le principe de réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance un petit peu à dire mais tout est bien fait, donc nos concitoyens sont forcément d'accord, donc on ne va pas forcément évaluer l'efficacité de nos politiques publiques. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Alors on le fait au moment des élections, tous les 5 ans, on va évaluer le résultat et les actions de chacun. Peut-être que c'est une échéance un peu longue. Je n'ai pas de solution à proposer aujourd'hui, mais la perception de la réalité échappe quelque peu sur ce mandat peut-être un peu trop long de 5 ans. C'est une question à se poser. En tout cas, c'est une des explications du manque d'intérêt évident, et je pense qu'on le voit, si on va un peu sur le terrain, d'un certain nombre de nos concitoyens qu'on regrette pour ces échéances électorales. La confusion départementale, régionale, le fait d'avoir les 2 échéances, un peu agenda Covid, en simultané, ne sont pas faits non plus pour simplifier les compétences de chacun, vous le reconnaîtrez. Alors, avant de parler de vos priorités, de vos projets, parlons bilan de ces 6 dernières années. Valérie Bousserlec, vous occupez le poste de présidente de cette Assemblée depuis 1 an. Vous avez succédé à Mathieu Klein, qui vous a laissé ce siège après avoir été élu l'an dernier maire de Nancy. Vous assumez cet héritage et quel bilan personnel vous en tirez ? Alors déjà, nous avons passé 6 années extrêmement riches parce que nous avons porté et soutenu de très très nombreux projets et nous avons porté de belles politiques. Et ces politiques, et c'est vraiment ce qui fait la caractéristique de ce département de la Meurthe-et-Moselle, ces politiques, elles ont été co-construites avec les usagers, avec nos partenaires, le milieu associatif, avec le milieu économique. Et donc, elles collent vraiment à la fois aux besoins et aux attentes des habitants de Meurthe-et-Moselle. C'est important parce qu'elle touche l'autonomie de la personne, qu'elle touche l'insertion, qu'elle touche encore l'appui au projet des territoires ou le soutien, tout ce qui touche le milieu associatif, culturel et sportif. Toutes ces politiques, on les a co-construites. C'est aussi une caractéristique tout à fait particulière de ce département. Il n'est pas simplement que rose dans un îlot bleu. C'est aussi une marque de fabrique, c'est aussi une méthode de travail qui fait qu'aujourd'hui, ce département, il est connu et reconnu aussi au niveau national par rapport au type de politique qu'il porte. Lorsque le gouvernement a mis en place sa stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, il s'est aussi appuyé sur 2 rapports qui avaient été travaillés au niveau de la Meurthe-et-Moselle, sur des propositions qui ont été portées par la Meurthe-et-Moselle, et nous nous sommes complètement investis aussi dans ce plan. Donc voilà, ça c'est notre façon de faire. Luc Bassinger, si on jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux, vous avez déjà fait part de votre point de vue sur le bilan. Et vous dites à Madame Bousserlec, alors je vous cite sur vos réseaux sociaux, nous ne cautionnons pas vos accumulations d'erreurs, de promesses non tenues. Vous pouvez préciser à Madame Bousserlec ? Bien sûr, dans le droit fil de mon intervention précédente, il y a de bonnes politiques qui sont menées en Meurthe-et-Moselle, comme dans chaque département de France, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on fait notre job. On est élu pour exercer un certain nombre de compétences. Et les compétences, notamment en matière de solidarité, sont évidemment bien exercées. Ça permet aussi de faire un clin d'œil appuyé aux 3000 agents qui déploient une énergie importante aux 4 coins du département, qui s'investissent quelquefois dans des conditions très difficiles. Donc les politiques classiques du département sont évidemment orchestrées. Toutefois, et en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Parler des erreurs. Non, mais ça permet. Il faut toujours nuancer un bilan. Pas là pour dire on s'oppose pour le principe ou pour l'esprit de s'opposer. En revanche, au bout de 23 années, alors rose, mais rouge aussi,
rose et rouge du seul département sur tout le Grand Est, on se rend bien compte qu'il y a une accumulation d'oubli, l'oubli sur la dimension économique. Alors on va nous dire l'économie c'est plus vraiment notre sort. Mais malgré tout, on continue à communiquer sur certains pans de l'économie. Or, c'est un sujet clé. On continue à dire la sécurité, c'est pas notre sujet, mais on se rend bien compte que parmi les priorités fortes de nos concitoyens, la sécurité fait largement partie. Ça, c'est un axe de campagne. On l'abordera tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, enfin, il y a la politique de trompe-l'œil qui touche à un moment donné comme un boomerang. Je crois que c'est l'allusion que vous faites sur le tweet ou sur le post que j'ai publié il y a quelques jours. La politique en trompe-l'œil, c'est l'effet d'annonce. L'effet d'annonce qui n'est pas suivi de fait. Et je crois que c'est tout à fait détestable. Et nos concitoyens s'en rendent compte jour après jour. Nos concitoyens se rendent bien compte que derrière la promesse, il doit y avoir un engagement. C'est bien de pouvoir expérimenter, c'est bien de pouvoir essayer d'être audacieux. Bien entendu, il le faut. Mais il faut surtout honorer ses engagements. Dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Grégoire Eury, comment vous jugez l'action du département ? Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous la jugez sectaire. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Alors, ce n'était pas forcément le cœur de mon réflexion, mais je vais le dire parce que moi, je suis élu du département pour la région depuis maintenant un certain nombre d'années. Je n'ai jamais été invité à aucune manifestation du département de la Meurthe-et-Moselle. Habitant à Nancy, je m'en étonne quelque peu. Alors, peut-être que vous n'aviez pas mon adresse, Madame Bozerlec, donc je vous la transmettrai pour éventuellement m'inviter prochainement. Donc, je trouve ça une attitude parfaitement sectaire, vis-à-vis, non pas de moi, parce que je n'en prends pas personnellement ombrage, mais vis-à-vis des électeurs que je représente. Et d'une façon générale, quand on a le Rassemblement national qui, au niveau de la Meurthe-et-Moselle, a des scores qui frôlent parfois les 40%, je trouve, vis-à-vis de nos électeurs, cette attitude particulièrement sectaire, antidémocratique, de ne pas donner l'invitation républicaine que mérite chaque élu de la République pour l'ensemble de vos manifestations. Donc, vous n'en êtes pas uniquement responsable. Votre prédécesseur refusait également de me serrer la main lors de différentes cérémonies républicaines. Donc, voilà, un petit peu, c'est un point focus qui me concerne particulièrement, mais je pense à mes électeurs qui ne sont pas considérés. Et donc, je me dis, y aurait-il d'autres éléments dans la stratégie du Conseil général ? Et je vais juste donner un exemple, si vous le permettez, rapidement. Sur les collèges, sur la gratuité de la cantine. Il me semble que cette gratuité de la cantine ne concerne que les collèges du public et que les 5000 élèves du privé sont on en parlera tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Solidarité départementale, je voudrais bien en savoir la raison. Merci. Je vous donne la parole pour nous dire, vous, comment vous jugez l'action du département. Je trouve que, malgré ce que Madame la Présidente dit, il y a quand même une dérive qu'on a pu constater. Il y a eu des années, je pense notamment à la présidence de M. Dinet, qui est une personne, on y fait souvent référence, et là c'est un monsieur qui est respecté de tout le monde, et là-dessus on peut lui rendre hommage avec la qualité qu'il a piloté le département. Depuis, malheureusement, il n'y a qu'un monsieur Dinet. Depuis, on veut s'en inspirer, mais il y a un déclin, parce qu'on ne pilote pas du tout de la même manière. Et moi, je trouve qu'il y a moins de concertation, voire même pas du tout de concertation sur certains projets, malgré ce qu'on peut dire. Voilà, on fait des travaux de voirie, on parlera des routes, ça sera l'occasion aussi d'expliquer les choses. Et il y a des vraies marges de progression sur les bénéficiaires du RSA, sur les personnes en perte d'autonomie. Donc là, ce sont des vrais sujets. Alors justement, pour mieux comprendre le rôle du département, alors il faut préciser un petit peu les choses. On va voir le budget d'un département. On va le regarder d'un peu plus près. Pour la Meurthe-et-Moselle, ça représente un peu plus de 800 millions d'euros. Valérie Bozerlec, est-ce que vous pouvez commenter alors justement ce budget que nous voyons ? Il y a forcément des choix à faire, c'est parfois difficile. Quelles sont pour vous les priorités ? On le voit, globalement, ce qui ressort, c'est la solidarité. Alors, avant de commenter ce budget, je me permets un petit pas de côté par rapport à ce que je viens d'entendre. Moi, je constate là que j'ai 3 représentants de la droite et de l'extrême droite qui, effectivement, portent des critiques, et c'est normal, on est dans un débat démocratique. Mais moi, j'apprécie quand les critiques se posent sur des éléments très concrets. Et par contre, pas sur des interprétations. Aujourd'hui, ce que je constate à l'issue de 6 ans de mandat, nous avons le même mandat avec M. Bassinger, c'est que finalement, cette droite, elle a voté plus de 90% des décisions que nous avons prises, des actions que nous avons portées, des projets que nous avons menés.
Plus de 90%. Et aujourd'hui, elle vient critiquer. Et Mais quand jamais elle nous demande d'investir, que nous n'investissons pas assez, que nous ne nous soucions pas assez du milieu économique, quand nous créons pour justement accompagner cette relance nécessaire pendant cette crise sanitaire, où nous créons 2 fonds, un de solidarité et un de relance, la droite vote contre. Alors, vous me permettrez quand même de ne pas trop saisir ce qui se passe. Vous souhaitez peut-être répondre, Monsieur Oui, Bassinger ? bien sûr. L'acte fort dans un département, comme dans une commune, comme dans une intercommunalité, c'est le budget. Et nous ne votons pas le budget et nous déclinons pourquoi nous ne votons pas le budget, en donnant des perspectives différentes. Quand il s'agit en revanche d'exercer classiquement les missions du département, bien sûr qu'on participe d'une façon constructive et qu'on apporte nos voix à la majorité. Justement, Monsieur Bassinger, on voit le budget. Qu'est-ce que vous changeriez ? Quelles seraient vos priorités ? Bon, voilà. Mais c'est simple, nos priorités, elles sont 2 ordres. Elles sont autour de l'action économique et autour de la sécurité. Et qu'on ne nous dise pas que ça ne fait pas partie des compétences du département. On est au cœur de préoccupations, justement, à travers cette collectivité. Et il est important d'accompagner les acteurs économiques, et pas simplement uniquement autour de l'économie sociale et solidaire, qui est un pan de l'économie, mais pas seulement. Et puis la sécurité. Je sais qu'on le développera un peu plus tard, mais ces 2 aspects-là, d'ailleurs on le voit dans le graphique qui est présenté, ne sont pas présents. Monsieur Lopez, vous partagez cette réflexion ? Moi, je trouve que les inégalités de destin se construisent avant même la naissance. Alors, et on devrait mettre le paquet, en tout cas, sur les familles de moins 9 mois à plus 3 ans, parce que c'est dans les 1000 premiers jours de sa vie qu'un enfant est en train de dessiner comment il vivra plus tard. Et pour les familles monoparentales, on peut donner des exemples. Moi, dans ma commune, j'ai une personne qui a des enfants, qui est toute seule, qui doit travailler, qui a 20 heures par semaine. On est obligé, nous, et pourtant la solidarité et l'accompagnement social et solidaire, c'est le département. Nous, on met en place un réseau de bénévoles pour garder ces enfants. Ça veut dire qu'il manque bien quelque chose, il manque des réponses, en tout cas, concrètement, à des personnes qui veulent retourner à l'emploi et qui ne peuvent pas, s'ils n'ont pas un réseau, soit de bénévoles, soit de familles autour d'eux. Voilà, donc ça, c'est un exemple, mais on peut aller sur d'autres exemples. Je voudrais faire réagir Monsieur Eury, un commentaire sur ce budget du département. Oui, je l'ai abordé tout à l'heure. Effectivement, nous serions pour revenir à la clause de compétence générale, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir de développement économique si on n'a pas d'attractivité économique, donc de l'emploi. Vous parliez des bénéficiaires du RSA, effectivement, ils sont nombreux dans notre département. Il faut les accompagner pendant cette période difficile, mais l'objectif, c'est évidemment d'un retour vers l'emploi, de les accompagner vers une réinsertion dans le monde de l'économie. Et je pense qu'effectivement, sans ce levier, sans cette arme économique, le département, il est condamné à gérer la misère, en fait. Et donc, il n'y aura jamais assez d'argent, puisque malheureusement, on a une misère qui augmente. Je pense que l'espoir, la lumière au bout du tunnel, il vient par le développement économique et la capacité qu'ont les collectivités dans leur ensemble, collectivement, à inventer les conditions pour le développement économique de demain, un retour à l'emploi et d'avoir des entreprises qui soient, on va dire, performantes. Alors, j'avais une question notamment concernant l'agence d'attractivité du département, puisque on était le seul département, et je le regrettais, j'étais le premier à le regretter au niveau de la région, à ne pas être doté de cet outil d'attractivité départementale. Il y avait le CAPEM, du temps de M. Dinet, vous l'avez cité. Et aujourd'hui, il y a un peu un trou d'air en Meurthe-et-Moselle. C'est la zone grise de l'attractivité dans notre région, Lorraine et Grand Est. Et j'aimerais bien, peut-être, Madame la Présidente, si vous avez une réponse à m'apporter, je suis très intéressé. Alors, Madame Bosserlec, donc au sujet des aides des entreprises, vous pouvez répondre donc oui. à Monsieur Eury. Alors, je vais faire un homme heureux, puisque l'agence d'attractivité naîtra au 1er janvier 2022. Donc, elle est en cours de construction. Là aussi, elle se construit avec les partenaires de tous les milieux associatifs, économiques, agricoles, etc. et du tourisme, bien évidemment. Est-ce qu'elle aura la compétence sur tout le département ? Elle aura compétence sur tout le département. Bon, okay. Mais je vais rebondir sur le budget et sur ce que vous avez dit les uns les autres. Ce budget, effectivement, il reprend les compétences obligatoires du département. Mais à travers ces compétences obligatoires du département, il y a de l'investissement, ce qui n'est pas vraiment souligné dans la façon dont c'est présenté. On a fait le choix, effectivement, c'est sur les dépenses du département. Alors, du coup, je vais apporter effectivement ce point d'information complémentaire. Lorsque un département comme le nôtre, chaque année, investit 90 millions d'euros dans ses marchés publics, qui,
en plus, bénéficie à plus de 70% à des entreprises de Meurthe-et-Moselle, 90% à des entreprises du Grand Est. C'est de l'emploi local. Lorsque le département investit, soutient, dans le cadre d'une charte agricole que nous venons de signer il n'y a pas si longtemps, chaque année, c'est près de 350 000 € que nous mettons vraiment à disposition de cette charte agricole pour soutenir les productions locales, la transformation en circuit court, etc., d'approvisionnement. Lorsque nous investissons dans le plan collège nouvelle génération, là aussi, ça profite à nos entreprises. Alors certes, on n'a pas la compétence économie, on n'a pas effectivement, nous ne pouvons pas en tout cas soutenir les entreprises directement, mais à travers les choix que nous faisons en termes d'investissement et d'être en capacité d'investissement, ce n'est pas le cas de tous les départements, nous soutenons l'emploi local. Alors, on l'a vu dans le budget, la moitié, quasiment à la moitié du budget du département va évidemment aux aides sociales. 38%. 38%. La lutte contre la pauvreté, c'était l'une des grandes priorités de votre prédécesseur, de vous-même. Je parlais de Mathieu Klein, qui souhaitait la mise en place d'un revenu de base, la fusion des minima sociaux en une seule prestation sociale. Vous souhaitez aussi cette idée qui n'a pas... Bien sûr, et d'ailleurs, aux côtés de Mathieu, nous avons vraiment milité tous les deux, aux côtés aussi de 17 autres départements en France, pour expérimenter ce revenu de base. Ce revenu de base, c'est un revenu qui est automatique, c'est une façon aussi de lutter contre le non-recours aux droits, c'est un revenu qui prend en compte les ressources de l'individu, et c'est un revenu qui est ouvert à partir de 18 ans. Pourquoi nous revendiquons cette expérimentation? Et aujourd'hui, on le voit dans le cadre de la crise sanitaire, cette tranche d'âge des 18-25 ans qui est vraiment la grande oubliée du gouvernement, ça aurait pu répondre aujourd'hui à cette urgence sociale et économique. Et donc, quel est l'intérêt de mettre en place un revenu de base? Et le gouvernement, malheureusement, nous a refusé cette expérimentation. Et elle aurait été pourtant très utile dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la mise en place un jour du revenu universel d'activité, de s'appuyer sur cette expérimentation. Alors oui, nous portons encore cette revendication au niveau de la Meurthe-et-Moselle, aux côtés de 17 autres départements. Je vais faire réagir Jean Lopez, puisque vous représentez le groupe LREM. Donc c'est vrai que le gouvernement a refusé cette expérimentation. Qu'est-ce que vous pensez au niveau du département de cette idée qui est née en partie, effectivement, dans le département de Meurthe-et-Moselle? Il a refusé, mais il a mis en place d'autres dispositifs jusqu'aux 18 ans. Le 18-25 ans, en fait, il mériterait quand même d'être travaillé avec les parlementaires pour l'affiner. On était sur l'aide des 18-25 ans. On l'a vu, la Covid a démontré que les 18-25 ans étaient les victimes de cette crise sanitaire. Et ça, on ne peut que le regretter. Mais ça veut dire aussi que dans le cadre de ces politiques sociales et solidaires, le département n'a pas anticipé. Et c'est ça qui est dommage aussi. Non. Mais c'est quand même, Monsieur Lopez, s'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Le département a fait des propositions très concrètes pour accompagner, mais il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités. Nous n'avons pas un budget extensible. D'ailleurs, si vous êtes élu, vous l'apprendrez que c'est un budget qui nécessite de la rigueur dans la gestion et de l'anticipation. Et donc, ne remettez pas sur le dos des départements le fait que nous n'ayons pas anticipé ce qui se passe au niveau des 18-25 ans. Nous avons anticipé dès 2018, donc bien avant la crise sanitaire, pour proposer une solution aux 18-25 ans. Le gouvernement a mis en place 2 dispositifs pour les 18-25 ans. La garantie jeune et un jeune à emploi. Mais ça ne répond pas à l'intégralité des jeunes qui sont en situation difficile. Luc Bassinger, soyons sérieux. Vous souhaitez réagir? Oui, complètement, parce que autant j'ai pu dire tout à l'heure que les principales politiques de solidarité étaient bien menées dans ce département, comme dans plein d'autres. En revanche, on ne peut pas être encore dans ce satisfecit et la revendication quand on vient d'exercer pendant 23 ans. C'est plus possible. C'est ce qui fait que nos concitoyens se détournent des élections. Cela fait 23 ans qu'il y a une majorité. Ça fait 23 ans que l'on nous dit on lutte contre la pauvreté et il y a de plus en plus de pauvres. Ça fait 23 ans qu'on nous dit que on investit fortement dans la politique d'insertion et il y a encore plus d'attributaires au RSA. Ça fait 23 ans que l'on entend dire c'est pas notre faute, c'est la faute au gouvernant, y compris même quand ce propre gouvernant appartenait à cette coloration. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Grégoire Eury, je vois que vous êtes d'accord.
Oui, ce que j'entends, oui, effectivement, là on est quand même sur un bilan dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une construction d'une stratégie où le temps a pu faire son œuvre. Alors même si, bien sûr, on est bien conscient tous, il y a des événements conjoncturels qui viennent perturber cette stratégie. Merci de le souligner. Je préfère, nous ne sommes pas un État dans voilà, l'État. Absolument, mais néanmoins, effectivement, je l'ai dit juste avant, effectivement, on a l'impression que cette misère, excusez-moi, j'appelle les choses par leur nom, parce que c'est ce que me disent les gens que je rencontre, cette misère, c'est-à-dire cette précarité de fin de mois quotidienne d'une partie de nos ressortissants, on a l'impression que ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'on leur donne à manger jusqu'à la fin du mois, et puis le mois d'après, il faut qu'ils recommencent. Et c'est ça que je pense, les ressortissants, les moins, aujourd'hui, les moins favorisés de notre département veulent. Ils veulent un peu de perspective, ils veulent un peu d'espoir au-delà de la fin du mois où on attend la location suivante. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de leur proposer un destin, une projection familiale. Et sur 23 ans... C'est 14,7%, vous me dites si je me trompe, de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Meurthe-et-Moselle. C'est globalement un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Oui. Je voudrais qu'on avance sur le débat. Je voulais juste, si je peux me permettre, allez-y, vous avez 30 pour secondes. Répondre à M. Eury. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Cette situation de pauvreté, elle est inacceptable. Bien sûr. Et c'est vrai, nos concitoyens ont vraiment besoin de perspectives. Quand nous soutenons cette expérimentation territoire zéro chômeur, je suis heureuse que le gouvernement l'ait reprise et souhaite l'étendre. Territoire zéro chômeur, le département a été tout de suite présent pour soutenir cette initiative qui redonne de la dignité et aussi du sens de l'existence aux personnes qui sont engagées sur ce dispositif. Quand nous mettons en place ce dispositif qu'on appelle Reliance, qui justement aide à accompagner les personnes qui sont des personnes chefs de famille monoparentales et de permettre ainsi de lever tous les freins au retour à l'emploi. Voilà, c'est ce type de dispositif, d'action que le département, au quotidien, accompagne. Et c'est fort heureux. On va parler à présent des collèges, qui fait partie des compétences du département. Le plan collège nouvelle génération, en fait, je vais le préciser, c'est un vaste programme commencé en 2012, dont l'objectif était de rénover à la fois le parc des collèges publics et de les adapter aux exigences pédagogiques, technologiques du 21e siècle. Le plan collège nouvelle génération, on va le voir en chiffres, 12 collèges neufs, 8 collèges réhabilités, 33 collèges en réhabilitation partielle, 300 millions d'euros d'investissement. Comment vous jugez, Luc Bensinger, ce plan collège? Sévèrement. C'est-à-dire Sévèrement parce que l'esprit de départ est évidemment positif, mais on est encore dans une forme d'escroquerie intellectuelle. Le plan collège, il était grand, il était présenté formidablement, un grand renfort de communication pour faire en sorte que 330 millions d'euros soient injectés sur la moitié des collèges du département de 2012 à 2018. Nous sommes en 2021. Il y a eu à peine la moitié des crédits de consommés et on nous annonce une fin de ce plan en 2030. Ce n'est pas des dérapages dus aux entreprises, ce n'est pas un dérapage dû à l'aléa économique, sanitaire, etc. On est dans une présentation en trompe-l'œil. Jean Lopez, vous êtes proviseur, alors, évidemment c'est un lycée, mais ça doit vous parler évidemment ce plan collège. Qu'est-ce que vous en dites de ce bilan? Alors moi je trouve que de positionner 300 millions d'euros pour investir dans le plan collège de nouvelle génération, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Encore faut-il donner les moyens, parce qu'aujourd'hui, quand même, on a 77 collèges dans le département et 10 collèges qui sont gérés par le privé. Sur 77 collèges, vous l'avez marqué, donc vous l'avez noté, 12 collèges neufs, 8 collèges réhabilités à neuf et 33 collèges partiellement en réhabilitation. Pour arriver aux 77 et donner la même offre, apporter une équité de traitement aux gamins du territoire. Moi, j'entends toujours le collège Jean Lamour, cité en exemple. Ils ont de la chance, les gamins qui vont au collège Jean Lamour. Et ce n'est pas le cas de tous les collégiens. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire les choses en une fois, mais on peut déployer un peu plus d'énergie, en tout cas, ou en tout cas le dispositif nécessaire pour consommer ces crédits, si les crédits sont inscrits, consommer ces crédits et arriver au moins avant 2030 à satisfaire et à donner une équité de traitement à l'ensemble des collégiens. Concernant les transports scolaires, je vais m'adresser à M. Eury. Il faut préciser que la Meurthe-et-Moselle est le seul département du Grand Est qui assure sa gratuité. Certains élus ont fait part d'une remise en cause récemment. Quelle est votre position ?
Alors, spécifiquement sur le transfert de la compétence, je pense que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça rétablit une équité territoriale. Parce que malheureusement, on a un département qui historiquement a une forme un petit peu complexe. Et on a une répartition sur les territoires des collèges qui oblige. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit mon gamin, il se lève à 6 h du matin parce que le temps qu'ils prennent le bus, etc. Et puis, il n'est pas à côté. Il y a une inéquité de principe entre le métropolitain et puis le non métropolitain dans l'accès à l'éducation. Donc on ne peut pas non plus construire des collèges partout, on est bien d'accord. Donc je pense qu'il faut soigneusement le faire, mais j'imagine que c'est fait choisir et réhabiliter les collèges qui vont dans le sens de l'hyper-proximité pour le plus grand nombre. Je crois qu'il y a aussi des expérimentations transverses avec d'autres départements, je vous confirmerai peut-être Madame la Présidente, mais qui sont intéressantes. Je pense à creuser, il ne faut pas s'arrêter à nos propres frontières des départements. Et donc là, ça peut solutionner en partie la problématique transport, qui aujourd'hui est généreuse, mais coûte une somme significative là également. Luc Bassinger, sur la gratuité des transports scolaires. Il n'y a plus de débat, puisque le président de la région Grand Est s'est engagé à pérenniser. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus, d'en dire plus. Madame Bosserlac, vous souhaitez répondre par rapport à ce que vous avez entendu? Alors déjà sur plusieurs choses. Voilà, sur le plan collège nouvelle génération, ce que Monsieur Bassinger oublie de dire, et pourtant cela fait 6 ans que nous sommes ensemble au sein de la même assemblée, c'est qu'en fait ce plan collège nouvelle génération qui est né en 2012, il a évolué au fil du temps. Il a évolué sur 2 points. La prise en compte de l'évolution des territoires et de l'évolution démographique, mais également la prise en compte des nouvelles normes écologiques. Et donc nous avons toujours eu pour ambition d'être de plus en plus innovants, mais aussi de coller de plus en plus à la transition énergétique. Aujourd'hui, les bâtiments que nous construisons, c'est 60% d'économie d'énergie. Et je pense que ça, les Meurthe-et-Mosellans doivent y être sensibles, puisque les économies que nous faisons en fonctionnement, c'est de l'argent qu'on peut réinvestir ailleurs. Alors nous avons 66 collèges et pas 77. Et donc sur ces 66 collèges, nous en avons déjà 14 qui ont été rénovés à neuf. Nous en avons 17 en cours. Et nous allons continuer ainsi à être de plus en plus performants, de plus en plus exigeants en termes d'équipement et de capacité d'accueil et de conditions de vie et de travail au sein de ces établissements. Sur le transport scolaire, je crois qu'on a eu raison effectivement d'interpeller la région sur le sujet, puisqu'enfin nous avons une réponse. Et moi je suis très heureuse aujourd'hui de savoir que la région ne remettra pas en cause effectivement cette gratuité. Alors il nous reste 5 minutes, il faut qu'on aborde encore quelques thématiques, notamment sur les routes. Et je voudrais qu'on parle des 90 km/h, parce que l'État vous a laissé le choix pour revenir éventuellement à ces 90 km/h, pour arrêter les 80 km/h sur certaines portions. Vous avez été clair, Valérie Bosserlac, vous resterez au 90, au 80, pardon. Au 80. Alors oui, puis je crois il ne faut pas mentir aux Meurthe-et-Mosellans. Aujourd'hui, 25% des départements sont passés aux 90 km/h et ça concerne très concrètement au sein de leur département, au regard de l'application de la réglementation nationale, moins de 10% de leurs routes. Aujourd'hui, en Meurthe-et-Moselle, si nous appliquons la réglementation nationale qui s'impose à nous, de passer aux 80 km/h, ça concerne très concrètement 6 km de route départementale sur les 3200. Alors soyons sérieux. Vous auriez souhaité plus de dialogue, peut-être? C'est la moindre des choses. D'ailleurs, au sein même de la majorité, on l'a entendu, l'ancien président avait décidé tout seul, etc. Le but, c'est pas de remettre tous les panneaux 90 partout. L'objectif, c'est de regarder là où c'est possible. Mais derrière les routes et sur le compteur qui commence à tourner, le décompte qui commence à tourner, derrière les routes, c'est la sécurité. C'est parce que la sécurité routière, c'est quelque chose d'important. Et moi, je voudrais souligner, parce qu'on l'a tous constaté, aux 4 coins du département, l'illisibilité des panneaux. Il est aujourd'hui un panneau sur 2 de voies départementales est effacé. C'est ce que vous m'avez envoyé, je peux en témoigner des photos que vous avez prises. C'est quelque chose d'assez incroyable et nous nous engageons à ce qu'avant fin 2022, l'ensemble de la signalétique verticale puisse être remplacé. Derrière les routes, derrière la sécurité, il y a d'autres aspects, moi, que je voudrais aborder autour de la sécurité, avant qu'il ne soit plus possible de l'aborder plus tard. Parce que la sécurité, ce n'est pas une mission exclusivement régalienne de l'État. La sécurité, on la trouve dans notre institution. Qui peut dire que lutter contre les violences faites aux femmes ne fait pas partie d'un traitement autour de la sécurité pour la Meurthe-et-Moselle? Qui peut dire aujourd'hui que de ne pas lutter contre le harcèlement scolaire, ce n'est pas une dimension de sécurité? On entend bien, M. Bassinger, mais concrètement, comment?
Concrètement, c'est des vrais budgets qui y sont destinés, y compris en accompagnement aux communes et aux intercommunalités. Il a été divisé par 6 le nombre d'aides aux communes, de subventionnement aux communes. Les communes ne peuvent pas investir s'il n'y a pas dans le tour de table financier le département qui répond présent. Monsieur Uri, la sécurité, oui, j'imagine que c'est une thématique. Monsieur Bassinger a repris notre programme. Non, en grande partie, non, on se retrouve sur cette problématique de sécurité. Tout simplement, c'est pas une question de problématique politique, tout simplement parce que ça fait partie des priorités des Français aujourd'hui dans leur quotidien. Donc, si on rencontre des Français aujourd'hui, on nous parle de sécurité. Donc on est obligé de parler de sécurité. Effectivement, pour nous, on nous le reproche souvent, c'est également une priorité. Mais oui, on parlait de collèges tout à l'heure, le phénomène des bandes, la protection autour des collèges, c'est aussi quelque chose dans lequel nous devons intervenir, dans lequel nous devons pouvoir, alors que ça soit en prévention avec des systèmes de caméras, que ça soit avec des personnels de sécurité qui aient la capacité d'agir au-delà du périmètre même du collège, je pense que cette notion de sécurité est importante. Et puis on a évoqué le harcèlement numérique. Effectivement, c'est une vraie priorité. On doit sensibiliser nos enfants sur ces problématiques-là. On doit les aider. On ne peut pas les envoyer les mains attachées dans le dos dans l'espace numérique. Aujourd'hui, c'est un espace d'insécurité pour eux. Et notre devoir est de les protéger. Vous souhaitez répondre, Madame Bosserlet ? Oui, juste préciser quand même deux, trois éléments sur effectivement cette sensibilisation au respect de l'autre, parce que je préfère parler de choses plus positives. Le département n'est pas en reste. Oui. Très rapidement, n'est pas en reste du tout. Lorsque nous mettons en place dans tous les collèges, à partir du moment où les équipes sont volontaires, bien évidemment, parce que nous n'avons pas de pouvoir pédagogique au niveau des équipes des établissements scolaires. Nous mettons en place le programme Je Tuile, qui est un véritable programme de sensibilisation justement contre le harcèlement, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, etc. Maintenant, sur les questions de sécurité, là, je crois que effectivement, la crise sanitaire, la crise des gilets jaunes nous enseignent ce besoin de protection. La sécurité, moi je l'entends comme cela, c'est-à-dire comment on sécurise les parcours de vie de tous les Meurthe-et-Mosellans. Et ça ne se résume pas à de la vidéoprotection, vous l'aurez bien compris. On arrive au terme presque de cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun. Bien sûr, là encore, nous avons procédé à un tirage au sort pour désigner votre ordre de passage. Un tirage au sort qui vous donne la parole, Madame Bosserleg, pour conclure. Et vous avez 1 minute et on vous laisse la parole et on vous écoute. Alors, mesdames, messieurs, chers Meurthe-et-Mosellans, notre projet, là, pour les 6 prochaines années, c'est un projet qui parle de vous, qui parle de tous les territoires du département. Il s'inscrit dans les pas de Michel Dinet, de Mathieu Klein, au cœur d'une majorité départementale qui a toujours eu à cœur de porter haut et fort et les valeurs et les politiques de solidarité. Aujourd'hui, aux côtés de citoyennes et de citoyens engagés, respectivement sur chacun de leur territoire, au sein d'une union inédite, unique en France, qui effectivement rassemble les forces de gauche et les forces de l'écologie. Je suis heureuse de vraiment porter un projet qui s'adresse à tous les Meurthe-et-Mosellans, jeunes et moins jeunes, des personnes en difficulté, mais aussi à tous les acteurs qui contribuent à la dynamique des territoires, au milieu économique, au milieu agricole, aux artisans, au milieu associatif, culturel et sportif. Notre projet, c'est un projet qui est ambitieux et qui est fait d'actions très concrètes. Je vais déborder un tout petit peu, je me le permets, parce que je suis quand même la seule représentante de gauche, alors que j'ai 2 personnes représentant l'union de la droite et du centre. Je suis désolé, on doit vraiment enchaîner et on vous a donné le temps. Je trouve ça dommage parce que je trouve qu'effectivement, là, il y a quand même un petit problème démocratique. Vous avez eu plus de temps de parole, je le précise. On fait les comptes, hein, je vous le précise. Jean Lepez, c'est à vous. Moi, je voulais préciser, parce que j'entends qu'il n'y a que des gens de droite, en fait, La République En Marche est un mouvement, et un mouvement pluriel, auquel adhèrent des gens de droite, de gauche, voilà, donc territoire. Alors, pas toujours. Alors, sur ce travail des élections départementales, il y a eu un travail qui a été fait au plus près du territoire, un travail de dentelle. Donc, là où il y a eu des compétences sur les cantons, on les a mis en synergie. Là où il n'y avait pas de compétences et de projets communs, donc il n'y a pas eu de synergie. Être élu, c'est être au plus près des habitants, et c'est la vraie force de nos territoires. Donc, on va être obligé. Aujourd'hui, on a un conseil départemental où on a des gens qui prennent des habitudes, mais c'est comme dans toute organisation, c'est pas une critique négative. On prend nos aises, on prend des habitudes et on oublie de se questionner et de se remettre en question. Une équipe neuve
au sein du département ne pourra que faire une politique bienveillante et humaniste. Et voilà. Pour le département. Merci à vous, Jean Lepès. On enchaîne avec Grégoire Horry pour le mot de la fin. Merci. Donc, en quelques mots, donc, simplement le Rassemblement national pour cette élection départementale, mais également pour les échéances à venir, veut tout simplement, en priorité, que le produit de l'impôt des Français, le produit de l'effort des Français, soit consacré prioritairement aux Français. Je pense que c'est un axe qui semble logique. Nous voulons également, pour notre département, que la sécurité soit garantie, pour tous, pour le plus grand nombre en tout cas, quand cela est possible. Enfin, nous voulons un département qui soit attractif, qui soit économiquement, on va dire, performant, avec des infrastructures sécurisées, des infrastructures qui permettent au flux de fonctionner. Nous voulons également rendre la justice à la Meurthe-et-Moselle, parce qu'on considère que la gauche a confisqué maintenant depuis trop longtemps notre département et qu'il faut que les choses changent, puisque je pense que maintenant les Meurthe-et-Mosellans sont mûrs pour le changement en Meurthe-et-Moselle. On veut que les Meurthe-et-Mosellans soient fiers à nouveau de leur département, de leur patrimoine, de leur talent, des artistes, des sportifs, des professionnels, et enfin que notre jeunesse puisse avoir un avenir garanti. Merci. Et on termine pour le mot de la fin avec Luc Bassinger. Il est proposé à travers cette élection de tourner la page, de 23 années où évidemment l'ensemble du bilan n'est pas négatif, mais pour autant nous constatons de véritables manques et de véritables fenêtres d'ouverture. Nous avons fait le choix de soutenir des candidats de l'Union, de la droite, du centre et des indépendants pour faire en sorte que cette élection ressemble davantage à une grande élection municipale. Faisons un peu de pédagogie. Une grande élection municipale où nous n'avons pas 23 quartiers, mais nous avons 23 cantons, qu'il importe de façonner, d'assembler, faire en sorte que, dans un souci d'ouverture, de non-sectarisme, nous puissions redonner de la générosité, mais de la générosité autre que par le portefeuille. Faisons en sorte que nous puissions faire en sorte que la politique d'insertion puisse vraiment aboutir vers du travail, vers l'instauration du bâtiment, en oubliant le totem zéro artificialisation, faire en sorte que les hommes et les femmes de ce département puissent être à la fois fiers et retrouvent du crédit habité en Meurthe-et-Moselle. Merci Luc Bassinger, merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous, cette soirée consacrée aux élections départementales se poursuit tout de suite avec Lodoïs Gravel pour le département de la Meuse. Très belle soirée à vous.